2012, ça a été un tournant énergétique. 2026, ça va être aussi quelque chose de très très ouvert. Les personnes qui attendent un sauveur extérieur, elles peuvent attendre longtemps. Notre corps physique, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. La Terre, c'est pas une planète prison comme certains pensent, mais plutôt une planète école sur laquelle vont habiter des êtres visibles et invisibles, qui sont à la fois ni gentils ni méchants. On pourrait voir ça comme un bac à sable dans lequel jouent des enfants. Certains vont être très calmes, très disciplinés, et certains vont être les caïds de la cour, et ceux-là vont taper sur les autres, etc. Mais la planète, Gaïa, la conscience de la planète, elle va laisser ses enfants faire puisqu'ils sont en apprentissage. Il y aurait eu des consciences qui viennent d'ailleurs, qui ont vu que l'être humain était prêt à évoluer et qui sont venus nous filer un petit coup de pouce pour nous faire rouler un peu plus vite. On est dans une ère d'apocalypse, donc en grec ça veut dire révélation, donc c'est toutes les choses cachées sont de plus en plus révélées. Et je suis ravi d'accueillir dans l'émission Lionel Desport. Lionel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi Rémi et merci de m'accueillir, je suis ravi aussi. Alors si ça te va, j'aime bien rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais me parler de ta vie avant ton ouverture spirituelle? Alors ma vie avant, donc j'ai été élevé dans une religion chrétienne que certains qualifiaient de secte, jusque pendant une vingtaine d'années. Après je m'en suis séparé et ensuite ça m'a donné une certaine ouverture puisqu'on faisait forcément des études de la Bible, qui est un bouquin ultra paranormal, ultra surnaturel quand on le décortique bien. Ça m'a donné une ouverture sur tous les mondes invisibles, à la Bible entre autres, mais il y avait aussi des dessins animés comme des mangas ou d'autres dessins animés comme X-Men qui me disaient: «Tiens, des pouvoirs de mutants, pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait nous en avoir?» Super intéressant. Si ça te va, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu plus de ton expérience, justement sur ces 20 premières années. Tu parles de religion ou groupe religieux qui, par d'autres, était considéré comme secte. Mmh. C'est intéressant comme tournure de phrase, c'est que peut-être toi, tu le considérais pas comme tel à l'époque. Je serais curieux de creuser un peu plus dans cette expérience-là et puis par la suite, peut-être, ça va peut-être nous donner des pistes et des clés pour mieux comprendre, ce qui t'est arrivé par la suite. Oui, si tu veux, je veux pas spécialement nommer parce que c'est pas le sujet, c'est pas le propos, mais quand on dit religion ou secte ou groupement, on va forcément parler d'un conditionnement puisqu'il y a des chefs religieux ou un gourou dans certains groupements qui vont te donner un enseignement et le fidèle, enfin celui qui s'y intéresse, il va suivre assez aveuglément cet enseignement sans remettre en cause. Donc il y a un certain conditionnement qui vont créer des croyances qui peuvent être vraies, qui peuvent être fausses, mais tant que la personne qui soi-disant suit ce groupement, elle ne remet pas en question, on devient un peu conditionné, on devient un mouton, donc voilà. Et est-ce que tu étais comme pour être très honnête, j'ai relativement peu de contexte sur les sectes, à part ce qu'on en dit à la télé et j'ai un peu le cliché du, petite communauté qui vit de manière isolée entre eux. Est-ce que c'était ton expérience ou est-ce que c'était un petit peu différent où il y avait quand même ce côté communauté, mais qui était un peu plus ouvert, avec quand même cette, notion de formatisme très fort? Oui, alors notion de formatage est effectivement extrême, et après c'est pas une toute petite communauté perdue dans un village, c'est vraiment un truc international qui est dans tous les pays du monde. On en trouve partout. Ils font du porte-à-porte, ou ils faisaient avant le confinement, je sais pas s'ils en font toujours, pour distribuer des publications religieuses. Donc oui, oui, après il y a pas de critique, il y a pas de jugement et cetera. Moi, ça m'a permis d'avoir un genre de background informatif et spirituel qui m'a permis après quand je me suis séparé de tout ça, de développer mes propres capacités. Et justement, quel a été le point de bascule qui t'a fait te dire: «Ben, en fait, je vais peut-être m'éloigner, c'est plus forcément en alignement avec, ce que je crois être vrai et ce que je crois être un idéal de vie»? Le point de bascule, j'ai envie de dire, c'est l'internet. Quand j'étais en âge de raison et un petit peu réfléchir par moi-même, donc entre 16 et 20 ans, je suis allé beaucoup, beaucoup sur des sites internet pour m'instruire, pour faire des recherches sur les autres religions, sur plein de choses. J'ai lu énormément de bouquins, enfin de bouquins non, de sites sur la spiritualité, sur le conspirationnisme aussi, tous ces trucs qui font peur et du coup ça m'a poussé à mettre en doute énormément de choses que j'avais apprises et à acquérir mon propre discernement, à me faire ma propre opinion.
S'en est suivi ensuite un petit, on va dire détachement, de tous ces, de tous ces enseignements et ça a pas été une rupture brutale, ça a été vraiment, dans le temps sur plusieurs années pour me déconditionner de tout ça à 30 ans, je me suis vraiment, désolidarisé complètement, corps, âme, esprit et ensuite, j'ai rencontré des personnes qui faisaient de l'énergie, et qui m'ont appris aussi à me libérer de fausses croyances, de conditionnements, d'égrégores et cetera. Et donc tu dirais que c'était pas tellement un rejet complet de la spiritualité, mais plutôt une mutation de ta spiritualité et de ta relation à la spiritualité au travers de nouvelles informations que tu as pu consommer avec des nouveaux livres, avec internet et cetera? Il y a eu les 2. Il y a eu justement ce désintérêt petit à petit. Et après, il y a eu aussi, ce qu'ils appellent, l'exclusion, l'excommunication parce que voilà, j'étais plus dans leurs idées donc forcément je faisais plus partie des moutons, j'étais mouton noir de du troupeau. Voilà, il y a eu, rupture après un peu plus, brutale psychologiquement pour certains. Moi, j'en ai un peu souffert mais c'est pas grave, enfin c'est passé. Quelle serait peut-être une des croyances les plus fortes, heu, ou qui est les plus en désaccord avec ce que tu crois aujourd'hui dans, les croyances que tu avais à l'époque? C'est une secte, millénariste, donc depuis que je suis né, j'entends que demain c'est la fin du monde, c'est Armageddon et cetera, on est toujours là aujourd'hui, donc moi j'attends toujours la fin du monde, hein, aussi. Non, en fait, j'ai bien compris que voilà, les personnes et ça c'est dans toutes les religions, hein, c'est pas spécialement, dans celle où j'ai vécu. Les personnes qui attendent un sauveur extérieur, elles peuvent attendre, longtemps parce que du coup, dans l'univers, c'est pas comme ça que ça se passe, ou que c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe que ça, sur Terre en tout cas. Ouais, c'est intéressant et je crois que ça rejoint pas mal d'apprentissages en ce moment, collectif, je pense. C'est peut-être le rôle de la peur dans ce conditionnement Mmh. et à quel point la peur peut rendre des individus et un collectif peut-être plus influençables et qu'il y a tout un tas d'entités, que ça soit individus ou que ça soit groupe ou organisation, qui utilisent peut-être ces leviers-là à leur fin pour justement contrôler les individus et les masses. Exactement. J'aimerais insister sur le fait que, en fait, on va parler d'énergétique et d'entité sûrement et d'après mes recherches, d'après les accompagnements des personnes que je fais ou les nettoyages de lieux aussi d'habitation, que j'entreprends, auprès des personnes qui sont en difficulté, on se rend compte qu'il y a énormément d'entités qui sont notamment extraterrestres, donc galactiques, qui, cherchent à avoir un contrôle sur Terre. Alors je veux pas être pessimiste parce qu'elles sont une minorité, par rapport au nombre de créatures dans l'univers, mais sur Terre, en tout cas, elles ont une sorte d'emprise, de mainmise et il y a beaucoup de ces entités extraterrestres qui sont, à l'origine de pas mal de religions. Je vais pas les nommer, mais bon, les principales qu'on connaît, quand on se connecte, quand on regarde un petit peu leur dieu unique ou quoi, on voit en fait que derrière il y a des entités qui s'amusent à tirer les ficelles, à marionnettiser notamment. D'où les conditionnements, les fausses croyances, les limitations et cetera. C'est vrai que c'est in intéressant et ça me fait penser, je sais plus, c'était un scientifique, je crois que c'était Albert Einstein qui disait, «Pour une civilisation suffisamment primaire, toute technologie avancée ressemblera à de la magie» et c'est Mmh. pas étonnant. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que si on imagine une civilisation avancée qui arrive à l'époque, ça serait facile à imaginer que ces entités pourraient être prises pour des dieux et si en plus elles ont envie Exactement. de jouer cette carte-là, il y a encore plus de risques. Tu parlais d'énergie, tu te dis énergéticien, je serais curieux d'en apprendre plus. Qu'est-ce que toi tu entends par là? Qu'est-ce que tu comprends par là? Alors énergéticien, donc c'est une étiquette, hein, bien sûr, j'ai plusieurs casquettes, mais énergéticien, c'est quelqu'un qui a la connaissance et qui a compris un petit peu les bases de l'énergétique, donc les des mondes invisibles, des mondes subtils. Déjà comprendre que, notre corps physique, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg, parce qu'il y a plein de couches de nos corps, par exemple le corps émotionnel, le corps mental, ce sont des superpositions sur notre corps physique. On a la couche éthérique, c'est une petite couche qui a à peu près à 10 centimètres du corps qui nous entoure comme une bulle. Il y a l'aura, il y a les corps de l'âme, il y a les corps de l'esprit, enfin il y a une infinité de corps dans une infinité de dimensions.
Donc, un magnétiseur, c'est un énergéticien. Quelqu'un qui coupe le feu, ça va être un énergéticien. Quelqu'un qui va faire un passage d'âme, donc qui va accompagner les personnes décédées, dans l'au-delà, c'est aussi un énergéticien. C'est des gens qui manipulent l'énergie à un niveau subtil, invisible, qu'on ne voit pas avec les yeux ou voilà, qu'on a du mal à ressentir avec nos 5 sens. Voilà, si on doit résumer un énergéticien. Très clair, et super utile et ce que j'aime bien déjà, dans cette description, c'est que tu montres qu'il y a tout un tas de phénomènes que pour, l'œil, non entraîné, ça pourrait être des catégories très différentes et pour autant, c'est toutes relié à un seul et même phénomène qui serait le fait que nous sommes plus que juste notre corps. Je serais curieux de creuser sur ton expérience à toi. Comment est-ce que toi, tu perçois justement ces énergies subtiles, concrètement? Alors moi je ouais, moi je les perçois pas en fait. Je dois m'y connecter pour rentrer dans enfin, pour percevoir ces énergies. C'est-à-dire que, je vis ma vie au quotidien, hein, de base et si je n'y prête pas attention, je ne ressens pas alors j'ai un côté intuitif, donc j'ai des perceptions, des fois j'ai une petite alerte quand il y a un danger ou des choses comme ça, mais rien d'extraordinaire, je me pas Spider-Man ou quoi. Mais, il y a des gens qui sont comment, pas écorchés vifs, mais comment on pourrait dire? Ultra sensitifs, ultra sensibles. Moi, je suis pas dans ce cas-là. Si tu si tu veux avoir une information sur quelque chose, j'ai, développé la capacité de me connecter à cette information, donc c'est-à-dire d'aller rentrer, plus intimement, plus profondément, pour aller chercher la clé d'information qui va te permettre, toi, d'avancer, de débloquer quelque chose et cetera. Et c'est quoi le processus pour toi, justement, pour te connecter à cette information? Comment est-ce que toi, tu le vis? Alors, pour moi, pour me connecter à cette information, donc maintenant c'est un automatisme, mais j'ai fait plusieurs stages d'apprentissage, de l'énergie et un des trucs l qui m'a le plus servi à moi, c'est peut-être pas forcément, utile pour les autres, parce qu'il y a 1000 et une façons de se connecter, mais, une des meilleures façons, c'est de relier donc l'énergie tellurique, l'énergie de la Terre, de faire monter, enfin de visualiser en fait que cette énergie du sol, elle vient jusque dans notre centre cœur, ce qu'on appelle le chakra du cœur. Connecter aussi, l'énergie du ciel, donc l'énergie du divin ou de l'énergie galactique et faire se réunir ces 2 énergies, donc ciel et terre, dans le centre cœur. Ça nous donne une sorte de boule d'énergie au milieu du cœur et là, on va envoyer cette boule vers le sujet à explorer, à étudier. Si je veux parler avec un animal, si je veux faire un diagnostic sur un lieu d'habitation, si je veux me connecter à ton âme ou, si je veux faire de la magie, par exemple. Et comment est-ce que tu perçois justement ces blocs d'informations? Donc tu vois, une fois que tu as cette boule d'énergie et que tu envoies enfin que tu mets l'intention de connecter à quelque chose ou quelqu'un, qu'est-ce que tu perçois et comment est-ce que tu le perçois? Et comment est-ce que tu l'interprètes? Alors, j'ai l'information si je par exemple, si je vais discuter avec un animal ou avec l'âme ou quoi, des fois j'ai des mots, des fois j'ai des flashs, des fois j'ai des visualisations, des images, donc je demande en général quand c'est imprécis et que j'arrive pas à interpréter, je demande à la conscience concernée de me détailler ou de me donner plus d'informations. En général, intuitivement, la 1re information, c'est la bonne et moi je vois ça un peu comme une antenne qui va envoyer des ondes, tu vois? Ou alors comme un sonar de chauve-souris ou un sonar de dauphin, ça envoie des ondes vers quelque chose et ça leur renvoie des ondes. Donc en fait, moi je pose le quand j'envoie les ondes, c'est une question et quand j'ai un retour d'onde, bah, c'est une réponse, donc qui va se traduire dans mon corps par un oui, par un non, par un frisson, par une image, par des informations, quoi. Et comment est-ce que tu as appris à faire la distinction entre ton imagination et des captages, réels? Ça a été très, très long en fait, parce que moi j'étais beaucoup dans le mental, dans l'énergie où j'analysais tout, je réfléchissais tout le temps et cetera. Donc j'ai Mmh. appris, en fait, en faisant les exercices de tout à l'heure là, quand je te parlais de rassembler l'énergie tellurique et l'énergie, du ciel dans le cœur, c'est ça qui te permet en fait de méditer, de lâcher prise et cetera, comme on entend beaucoup, et c'est ça qui m'a permis de en me centrant dans le cœur, je fais descendre, la conscience, enfin en tout cas l'énergie mentale du cerveau qui est tout le temps entraînée à réfléchir, tu sais les petits rouages petits engrenages qu'on a au-dessus là, je le fais descendre ici dans le cœur et j'envoie l'onde en fait et du coup je en fait je fais une sorte d'alliance, cerveau et cœur.
et j'ai l'information qui est plus claire, plus discernable. Alors après je dois faire le tri, mais quand j'ai une information qui me paraît très étrange, je redemande la question, je repose la question dans ma tête, donc j'utilise aussi, le pendu ou les baguettes. Je repose la question et quand si j'ai reposé la question une dizaine de fois, 6, 7 fois, et qu'à chaque fois c'est la même réponse, même image qui revient, là je me dis: «Bon, c'est bon, ça c'est la bonne info, je peux la donner à la personne ou quoi». Ça m'est arrivé Mmh. il y a à peu près, une semaine, où j'ai fait j'ai fait un mini diagnostic, parce que la personne, elle avait un système immunitaire qui était un peu bas, donc je demandais à son âme de me dire vers quoi elle pourrait se diriger pour trouver un traitement et ça me parlait de métaux, donc le cuivre, l'argent, l'or, ça m'a à un moment ça m'a dit l'or, mais je lui ai pas dit et en fait, j'ai vu que dans les traitements qu'elle prenait, il y avait des oligoéléments avec, cuivre, argent, or, zinc et cetera, donc j'avais fait un mini diagnostic. Mmh. Et est-ce que tu penses que tout le monde, n'importe qui, peut développer ces perceptions et ces capacités extrasensorielles? Ou c'est dédié à certaines personnes qui ont, «des dons» entre guillemets? Il y a les 2. Ces capacités-là, dans certaines familles, elles sont transmises de génération en génération par l'arbre généalogique tout simplement, hein, par les ancêtres, donc c'est héréditaire. Donc certaines personnes naissent avec ces dons. Des fois, certaines s'en coupent parce qu'elles ne savent pas comment les gérer. Pour elles, ça fait beaucoup trop d'informations et ce sont aussi des muscles puisque les canaux de perception, donc on a nos 5 sens, hein, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Mais on a des canaux de perception extrasensorielle. Donc ça a été étudié, enfin, vous faites un peu des recherches sur internet, ça a été étudié depuis les années 1900 ou bien même bien avant, par, plusieurs sociétés et ces canaux-là, en fait, ce sont comme des sens, comme des muscles qu'on peut apprendre à développer en faisant des méditations, en se connectant aux bonnes énergies et quand on développe ces canaux-là, on arrive à avoir, des perceptions beaucoup plus affinées. C'est un peu comme, si on faisait de la musculation. Et selon toi, quelle serait, la fonction première si tu devais conseiller aux gens de commencer à mettre cela en pratique, à muscler ce muscle justement? Quels seraient un peu les différents avantages que toi tu vois? Alors, ça permettrait en fait, de comprendre qu'il y a autre chose que notre corps physique. On n'est pas limité à un corps physique. Ça permettrait aux gens de s'ouvrir au monde de l'invisible, donc d'avoir une ouverture d'esprit sur le monde spirituel parce qu'on est fait de plusieurs couches, dimensionnelles. Déjà, je pense que si on a cette approche-là, de l'invisible, ça nous permettrait d'avoir un meilleur discernement sur énormément de sujets, que ce soit qui soient personnels ou de sujets de société, heu et de comprendre un peu comment le monde fonctionne, comment l'univers fonctionne ou comment nous, on fonctionne. Puisque quand, on se connecte aux âmes des personnes, les âmes sont nos meilleurs médecins, en fait, donc elles peuvent nous aider, heu, psychologiquement, mentalement, physiquement, ou autre. Tu as mentionné plusieurs fois le mot âme. Je serais curieux d'avoir ta compréhension de ce que c'est qu'une âme et sa relation au corps physique. Bien sûr. Donc on va parler je vais mentionner ça, on verra si on y revient, plus en détail, mais, nous, ce qu'on a fait dans nos recherches avec des médiums, on a exploré donc, le monde de l'âme, de la conscience, de l'esprit et du corps. Donc en fait, ce que les religions principales monothéistes, eux, se sont focalisés sur corps, âme, esprit et du coup, c'est des débats de plusieurs millénaires, plusieurs siècles pour savoir c'est quoi, c'est qui, c'est où et cetera et les scientifiques sont arrivés plus ou moins à un consensus pour dire que la conscience n'était pas, à l'intérieur du corps, mais extérieure au corps donc en fait, si tu veux, l'âme, c'est une partie de l'énergie, qui est située bien plus haut et qui va envoyer un morceau de son énergie dans un corps physique. Donc, il faudrait voir ça. Nous sommes des véhicules, chez un concessionnaire qui attendent un acheteur et l'âme, ce serait, ben, l'acheteur potentiel qui va, aller dans un parc, chez un concessionnaire pour choisir, sa voiture. Donc, l'âme est ce que nous sommes et on va décider de s'incarner pour vivre une expérience? Est-ce que c'est de «louer une voiture» entre guillemets pour vivre une expérience? Voilà, en fait, si tu veux, faudrait voir ça comme un grand puzzle parce qu'en fait, l'âme, elle est multidimensionnelle. Elle vit plusieurs vies en même temps. Elle n'est pas dépendante d'un calendrier, elle a pas de montre ou
de calendrier, de 12 mois et cetera, comme nous on a. Donc si tu veux, l'âme, elle est hors temps. Elle est hors temps, hors espace. C'est pour ça que des fois tu entends des médiums ou des énergéticiens dire, «Le temps et l'espace n'existent pas». Si, ils existent en termes de cycle sur une planète définie, mais au niveau de l'âme, il y a pas de temps, d'espace. Donc ça veut dire qu'on peut aller explorer des choses qui nous sont arrivées dans le passé ou même chez nos ancêtres et on peut aller prédire, aussi l'avenir. On peut aller regarder des informations qui sont dans le futur puisque l'âme, elle a accès à toutes ces informations. L'âme, si tu veux, c'est un grand puzzle qui a pour but de se fragmenter en des milliers ou milliards de pièces pour aller expérimenter un être humain sur Terre, un caillou, un végétal, un animal, un extraterrestre sur notre planète, une personne en l'an à l'époque de Cléopâtre ou et cetera. Ce serait comme une personne qui a devant elle, dans un cylindre ou dans une sphère, qui a, 10 000 écrans de télévision et sur chaque écran, elle a un film différent qui se joue et elle a accès à toutes les télécommandes. Donc, elle a le pouvoir de mettre lecture, de mettre retour en arrière, de revenir au début du film, d'aller voir la fin tout de suite et cetera. Donc voilà un petit peu l'âme, elle est multifactorielle, multidimensionnelle. Je crois que ça rejoint un peu notre compréhension du mot Dieu et notre relation au mot Dieu. C'est on a toujours une tendance à projeter notre manière de voir les choses à ce qu'on essaye de définir. Et du coup, on imagine un Dieu avec une barbe, etc. Alors que peut-être c'est des concepts et des réalités qui sont tellement différents de notre expérience à nous que c'est parfois compliqué en fait de s'y rattacher. Euh, tu parles du point de vue de l'âme, le temps est pas linéaire ou le temps et l'espace n'existent pas, et que c'est peut-être possible aussi de percevoir le futur. C'est vrai qu'il y a énormément de psychiques, il y en a, enfin voilà, énormément de psychiques dans l'histoire qui ont fait des prédictions qui parfois s'avéraient très justes, bizarrement justes, parfois un petit peu à côté de la plaque, il y avait un petit peu des 2. Si c'est possible de percevoir le futur, est-ce que ça veut dire que le futur est prédéterminé? Pas du tout. Du coup, quand on regarde, en fait, quand on va étudier énergétiquement le temps, parce qu'on a déjà discuté avec la conscience du temps, ça peut paraître bizarre comme ça, mais on est allé interviewer, 2-3 présences pour comprendre un petit peu, comment ça se passe et en fait, le temps, c'est élastique. Les Mayas voyaient le temps comme un genre de cylindre et l'âme, en fait, si tu veux, ou certaines énergies sont à l'intérieur de ce cylindre et elles perçoivent tout en même temps. C'est mis en scène des fois dans certaines séries où ils font des retours à travers le temps. Dans la série Flash, je crois, quand il va très vite et il arrive à remonter dans le temps et il arrive à choper une fenêtre dans laquelle il va s'engouffrer pour aller en l'an 2000 ou enfin en 3000 ou dans certaines autres époques, dans le passé ou le futur. Le temps est élastique. C'est pour ça que, en fait, un médium ou comme tu disais, un psychic en anglais, un médium ou un voyant, quand il va, regarder, je sais pas moi, va faire des prédictions sur l'année 2026, sur la France ou sur la Terre ou aller voir, ton avenir parce que toi, tu veux savoir, qu'est-ce que tu feras dans 6 mois. En fait, il va aller se connecter donc au temps qui est très élastique, mais s'il n'a pas la conscience de ce temps, il va voir une fenêtre. Donc lui, il va te décrire une fenêtre du temps qu'il va percevoir. Mais mettons que le temps, ce soit un immense manoir où il y a, 45 fenêtres et lui, le médium, il va te décrire une fenêtre, mais il t'aura pas décrit les 44 autres qui sont des probabilités, de ton futur. C'est-à-dire que tu as 44 autres choix de vie qui vont te permettre d'aller dans 6 mois là où tu dois aller. Mais lui, il t'aura montré, une fenêtre et toi, tu vas avoir l'information, tu vas choisir ou non de te diriger vers cette fenêtre et tout faire pour que cette fenêtre se réalise ou alors tu vas laisser, les événements se faire et tu vas potentiellement avoir accès aux 44 autres fenêtres. Je sais pas si l'image elle est bien claire. Ouais, donc c'est plusieurs, «lignes du temps» entre guillemets avec différents niveaux de probabilité et quand on va te faire une Exactement. prédiction, c'est on va te dire peut-être la ligne du temps le qui a à l'instant T le plus de chances de se produire. Ouais, tu Mais peux le à aucun voir. moment c'est figé. C'est pas du tout figé. Tu peux voir un petit peu le temps aussi comme en fait, sur Terre, on a la naissance et la mort, donc on va dire, tu peux le voir comme un arbre avec une arborescence. Donc le tronc commun, tu as le tronc où tu nais et cetera et à partir de ta naissance, à chaque seconde, tu as des petits embranchements, des petites arborescences, des petites branches qui poussent et toi, alors l'âme, elle a choisi
de faire pousser l'arbre plus ou moins droit avec une marge en fait si tu veux et dans cette marge, ton arbre il va faire, plein de fleurs, de branches et cetera et toi tu vas te trouver suivant les choix que tu fais à droite, à gauche, voilà et quand tu dépasses un petit peu là, elle essaie de te remettre dans le cadre, voilà un petit peu Et ce qui se justement, passe. par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'il y a quand même un chemin de vie qui est décidé et déterminé par l'âme, qui va un peu servir de guardrail et qui va dire: «Bah, en fait, pour cette expérience-là, c'est cette route. Tu as peut-être un peu de marge de manœuvre et tu fais ce que tu veux, mais tu vas quand même suivre ce chemin de vie-là»? On peut, si tu veux que je te donne un autre image qui est assez parlante, toi, tu es un personnage d'un livre et l'âme, c'est le scénariste. Donc le scénariste, il a écrit le livre du début à la fin. Donc il connaît la première lettre du premier chapitre et il connaît, pareil la fin. Et toi, tu es le personnage. Donc en fait, je sais pas si tu as déjà lu les livres dont vous êtes le héros, c'était des anciens bouquins dans Ouais, les années 80 et en c'était fait, un peu galère. voilà et tu choisissais, à la fin du chapitre, tu choisissais d'aller à tel chapitre, donc tu sautais plusieurs pages où tu pouvais revenir en arrière et cetera. Là, en fait, c'est un peu ça. Elle te elle te donne de ta naissance à ta mort, donc ton livre de vie ou ton ce que certains appellent le chemin de vie. Elle te laisse un petit peu de comment ça s'appelle? Hem, elle te laisse aller dans certains chapitres que tu as choisis, mais si tu t'en écartes, elle va te faire, apprendre des leçons, te faire prendre des murs qui vont un peu te remettre dans le droit chemin du personnage. Ça peut être on peut prendre l'exemple aussi d'un comment ça s'appelle? D'un personnage de jeu vidéo. Il a accès à certaines fonctions dans le jeu vidéo, mais quand tu t'écartes, du de ce qui est programmé par l'informaticien, tu peux pas, il y a un bug qui te fait revenir, au jeu intérieur. Et quelle est selon toi la finalité de tout ça? Pourquoi est-ce qu'une âme décide de s'incarner et de vivre une vie qui, si on prend la mienne, qui est intéressante, mais qui est pas phénoménale non plus? Enfin, pourquoi est-ce que, tout ça existe, en fait? Alors c'est un peu compliqué, mais c'est assez facile en même temps. Je vais essayer de prendre des images au maximum, hein. L'âme, en fait, il faut voir ça comme une grosse base de données. En fait, tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'un l'âme qui est un puzzle principal qui va se fractionner en énormément de petites pièces pour expérimenter. L'âme elle-même, c'est une toute petite pièce d'un grand puzzle encore plus haut. Si on remonte mettons qu'on parle de Dieu, on va parler de Dieu, mais moi je l'appelle, le grand tout, donc l'unité si tu veux, qui en fait, le but de l'unité alors je te parle du grand tout de notre univers puisque quand on il y a le grand tout n'est pas la finalité, il y a encore d'autres êtres, au-delà, il y a d'autres galaxies et cetera et cetera. Mais ça on y reviendra peut-être, mais le grand tout en Mmh. fait, son but premier, c'est de se fractionner, de se diviser pour aller expérimenter une infinité de vies dans une infinité de mondes, dans une infinité de dimensions. Et l'âme, elle fait exactement la même chose pour ensuite, une fois elle a fini un humain, enfin, elle a fini d'incarner un être humain ou une existence, un menhir, un séquoia ou je ne sais quoi. Une fois qu'elle a fini ça, heu, l'être meurt, son corps se décompose et cetera et toutes les données qu'elle a engrangées de la vie, de la naissance à la mort, elle va les collecter comme une sorte de clé USB qu'elle va donner dans un grand ordinateur central qui va être le grand tout et qui va collecter ses expériences et c'est un infini recommencement, hem, à chaque seconde, à chaque milliseconde se créent des nouvelles existences. Ça rejoint peut-être, la logique un peu technocrate de, on vit dans une simulation, d'une certaine manière oui, mais, une simulation peut-être organique et pas juste mécanique, quoi. Oui, alors j'ai pris l'exemple des clés USB, oui, ça fait référence justement à ce à cette, à la croyance que certains ont qu'on vit dans une matrice. Heu, il y a pour les gens qui pensent ça, en fait, moi ce que j'ai, expérimenté, enfin en tout cas ce que j'ai, compris avec les accompagnements qu'on fait avec les personnes, c'est que la Terre, c'est une planète, pas une planète prison comme certains pensent, mais plutôt une planète école sur laquelle vont habiter des êtres, visibles et invisibles, qui sont à la fois ni gentils ni méchants, mais qui vont plus, qui vont comme on pourrait voir ça comme un bac à sable dans lequel, jouent des enfants. Certains vont être très calmes, très disciplinés et certains vont être les caïds de la cour et ceux-là vont, taper sur les autres et cetera. Mais, la planète, donc Gaïa, la conscience de la planète Terre laisse faire.
Elle va laisser ses enfants faire puisqu'ils sont en apprentissage. Même les entités sombres ou les mettons que, je sais pas moi, on va dire les pervers narcissiques, par exemple, sont des gens très, très méchants, selon les dires de certains ou je sais pas moi, des hommes politiques ou des religieux qui ont fait des exactions, atroces. En fait, ce sont des enfants en apprentissage, sauf qu'ils n'ont pas encore compris la leçon et des présences dont Gaïa et d'autres êtres plus hauts, galactiques ou autres, plus hauts en vibration, on va dire, laissent faire jusqu'à un certain point. Je veux bien que tu parles un petit peu plus de la fonction. En ce moment, on a juste à même pas regarder la télé, mais regarder autour de soi et regarder, les chaînes d'information et on voit qu'il y a énormément de polarité dans le monde aujourd'hui. Heu, Ce que je comprends, c'est que cette polarité a aussi une fonction d'apprentissage. Est-ce que tu penses qu'il y a des âmes qui décident, tu vois, on parlait tout à l'heure de destin et de chemin de vie. Est-ce que justement les difficultés et les challenges peuvent aussi faire partie de ces chemins de vie? Et pourquoi est-ce qu'une âme déciderait de vivre une expérience peut-être difficile? Alors en fait, si tu veux, l'âme la Terre, c'est une planète vraiment, polluée, c'est une planète magnifique, c'est une planète où on trouve énormément de richesses, de biodiversité incroyable et énorme. Mais c'est aussi une planète, polluée et contrôlée. Donc là, on rentre dans des discours conspirationnistes malheureusement, mais je vais essayer de pas aller trop dans les détails. Mais, malheureusement, la Terre est sous l'emprise, d'êtres galactiques qui étaient là avant les êtres humains. Nous, on est arrivés bien après eux. Et en fait, ils ont une mainmise sur les gouvernements, sur les religions, sur la planète et cetera, entre autres et sur l'énergie aussi, parce qu'ils sont experts généticiens, experts en énergie et en fait, quand une âme vient s'incarner sur terre, c'est pas qu'elle a choisi de souffrir ou d'autres choses, elle a choisi d'expérimenter une histoire, que ce soit une histoire toute rose ou une histoire très noire. Mais, comme je te disais tout à l'heure, elle a écrit, mettons qu'elle a écrit, 100 chapitres dans un roman. Malheureusement, sur ces 100 chapitres, les entités qui contrôlent ce monde, donc, c'est souvent des entités extraterrestres, les entités qui contrôlent ce monde vont dire: «Tiens, cette âme-là, moi, il y a 100 chapitres, j'ai envie d'en rajouter une quinzaine, qui vont la mettre sous mon emprise, comme ça elle va faire ce que j'ai envie» et cetera. Donc, ce qu'on pense être, des catastrophes ou de la malchance ou des sorcelleries ou je ne sais quoi ou une destinée, dont on n'arrive plus à se sortir, ça peut être aussi, un parasitage. Là, je fais une grosse, grosse généralité, il faut voir au cas par cas, bien sûr, mais quand il nous arrive quelque chose, il faut d'abord aller regarder avant de se dire: «Oui, mais c'est mon chemin d'âme, c'était ce que j'avais choisi avant de venir sur terre» et cetera. Il faut d'abord aller regarder s'il n'y a pas des parasites qui sont venus pirater en fait, des pirates de l'invisible qui sont venus, modifier les chapitres de notre bouquin qui était prévu. Beh, justement, je crois que ça fait on a pris pas mal de hauteur et c'était hyper intéressant et toutes tes analogies aident énormément à mieux comprendre comment ça se passe, ou en tout cas ta perception de comment ça se passe, parce qu'effectivement, c'est des concepts qui peuvent paraître très vite très abstraits à notre cerveau, 3D classique. Heu, J'aimerais bien faire la boucle et boucler la boucle avec ce que tu proposes et comment est-ce que tu aides les gens? Alors les profils, on peut avoir tous les types de profils, hein, mais on a eu pas mal alors quand je dis «on», c'est parce que je travaille avec, enfin j'œuvre avec, 2 médiums en général, pour se connecter à l'âme et les personnes qui viennent sont de tous les horizons, sociaux. Mais du coup, on va aider en fait, les personnes donc, elles, nous contactent via le bouche à oreille. Et ensuite, nous, on leur propose un accompagnement. Alors, je parle pas de soins parce qu'on n'est pas médecin. On a juste un cerveau et on essaie de comprendre, de cerner des choses énergétiquement et des fois on va associer certaines pratiques énergétiques avec, une collaboration médicale. Enfin, on va jamais déconseiller une personne d'aller quand même, suivre un traitement ou d'aller à l'hôpital si elle a envie d'aller aux urgences. Donc c'est un accompagnement énergétique et en fait, moi, je tiens ce discours aux gens qui me contactent en leur disant que, vous me faites une liste de vos blocages qui soient, physiques, je sais pas moi, j'ai des allergies qui reviennent, tous les ans, par exemple, qu'ils soient psychologiques ou qu'ils soient mentaux. Je sais pas, on a déjà traité la bipolarité ou, la schizophrénie ou les gens qui sont borderline et cetera.
ou alors aussi les choses, surnaturelles. Donc, je sais pas moi, je vois des entités dans ma maison ou, j'ai eu l'impression d'avoir été enlevé par des extraterrestres. On le traite aussi ça. Donc, la personne me fait cette liste-là. D'ailleurs, petite parenthèse sur, j'ai l'impression de m'être fait enlever. Est-ce que c'est quelque chose qui revient fréquemment? Parce que j'ai déjà entendu parler d'anecdotes qui pour moi restent très anecdotiques et en général, enfin j'ai encore un peu le cliché du campagnard, mal éduqué qui, et je commence à mourir à peut-être la possibilité que c'est bien plus que ça et il y a tout un tas de choses qui se passent aux États-Unis. Je ne sais pas si tu suis un petit peu le mouvement Disclosure aux États-Unis avec récemment le documentaire Age of Disclosure qui est sorti, qui est assez explosif avec tous des hauts placés du gouvernement américain qui ont des propos assez explosifs, pour une fois et sans trop d'ambiguïté. Curieux d'avoir ta compréhension du phénomène. À quel point est-ce que c'est courant ici aussi en France? Parce que je crois qu'un des échos que j'entends beaucoup, c'est: «Ah, c'est encore les Américains, ils sont tous illuminés là-bas», ce qui est peut-être pas à 100 faux. Mais est-ce que c'est aussi, un phénomène réel, chez nous en Europe? Ça aurait été trop beau si c'était que les Américains. Non, c'est au niveau mondial et je vais pas dire une connerie, mais c'est mondial et tout le monde l'a été. Alors on parle de abduction, c'est le mot abduct, to abduct en anglais, ça veut dire, être enlevé, kidnappé. Voilà. Abduction extraterrestre, on va dire ça en français. On a tous été victimes. En fait, faut voir les ces entités-là extraterrestres comme des prédateurs, et pour eux, c'est des scientifiques. Ils étudient, ils font des expériences et pour eux, c'est naturel. C'est un peu comme nous, des scientifiques qui feraient des expériences sur des souris. Ils ont pas conscience, enfin, ou alors ils se voilent la face. Ils veulent pas comprendre que les souris ou les rats sur lesquels ils expérimentent, ils peuvent souffrir. Eux, ils font exactement pareil. Alors, c'est très complexe parce que c'est un sujet hyper vaste, donc tout ce que tu parles en Amérique, ce que les gouvernements, commencent à dévoiler aujourd'hui, nous, on le trouve quand on accompagne des gens, heu, qui ont subi telle ou telle chose. Donc, je sais pas moi, j'ai une personne qui me dit: «Tiens, je dors mal la nuit», ben, quand on va se connecter à l'information en médiumnité, ben, on voit qu'au-dessus de sa maison, il y a une soucoupe volante qui est garée et puis qui la nuit, fait des expérimentations, soit qui viennent dans sa chambre, soit qu'elle est emmenée sur un vaisseau. Donc, c'est pas forcément le corps physique, ça peut être des corps, énergétiques sur lesquels ils opèrent. Ils peuvent mettre des implants invisibles, physiques. Nous, on Et le ça, c'est traite. parfois même sans que la personne te parle de ce phénomène. C'est, «J'ai un problème de sommeil», vous vous connectez et c'est le truc. Parce que c'est ouais, probablement si je Mais voulais c'est trouver un prétexte, j'aurais quelque chose de plus probable qui me viendrait, en tête. Oui, bien après je sais pas moi, je te tu me dis: «J'ai un trouble du sommeil», on va trouver plusieurs facteurs. Donc, on va aller regarder toujours en pourcentage quel est le plus gros facteur énergétique. Donc si par exemple, si l'abduction extraterrestre, ça représente 5 de ton trouble du sommeil, on va quand même aller chercher ce qui reste en 95. Si c'est parce que tu fais de l'apnée du sommeil ou des choses comme ça, tu vois? On va toujours aller vérifier l'information sur un pourcentage. Mais quand ça devient la problématique principale, ben là, il faut s'inquiéter et peu je c'est pas important que des gens n'y croient pas ou qu'ils remettent en doute cette existence-là. Parce que je sais qu'il y a une association en France qui s'appelle le CERO France, qui répertorie, enfin qui invite les gens à témoigner de ces traumatismes-là, puisqu'il y a des c'est souvent les gens qui ont été, enfin tous, on a été, sujets à ça, mais souvent la mémoire elle est effacée puisqu'ils ont des technologies pour nous faire, oublier ce genre d'événement qui peut paraître traumatisant, mais certains s'en rappellent et ils peuvent témoigner auprès de l'association qui s'appelle le Sero France, je crois. J'ai jamais eu affaire avec eux, mais voilà. Bon, nous en tout cas, on confirme ce que soit les Américains, soit certaines associations, heu, trouvent, via des témoignages. Voilà. Et c'est vrai et à nouveau, je pense que ça ce qui est intriguant, c'est qu'effectivement, ça commence à être, à vraiment rentrer dans le narratif mainstream et c'est ça que je trouve assez intriguant, c'est j'ai toujours été plus branché sur le monde anglophone pour tout ce qui était médiatique, heu et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a vraiment une discussion à 2 vitesses. D'un côté, dans le monde américain anglo-saxon, où là, il y a un vrai effort pour déstigmatiser ce sujet-là avec, plusieurs audiences au Sénat américain, avec le documentaire Age of Disclosure qui est sorti il y a pas longtemps et puis le monde francophone et à mon avis plein d'autres, pays européens et autres qui sont un petit peu derrière encore et qui ont pas encore rattrapé, la discussion.
Mais donc sujet intéressant, on peut vite s'y perdre, mais en tout cas, il y a probablement un peu plus que ce qu'on pense, ça c'est sûr. Tu as parlé de fantômes, enfin indirectement de fantômes. Est-ce que pour toi les fantômes sont réels? Que sont-ils? Aussi, à quel point est-ce que c'est un phénomène qui est courant ou pas? Est-ce que tu as 3 heures devant toi? Que c'est aussi un sujet qui est très stigmatisé. Donc là, l'objectif est peut-être de déstigmatiser, de faire un peu la part de qu'est-ce qui a été du sensationnalisme et qu'est-ce qui est véridique derrière tout ça. Je vais répondre à ta question des fantômes et par contre, je vais répondre à la question où on est parti, tu sais, tu me demandais, qu'est-ce que je traite chez une personne quand elle Ouais. vient me voir? Donc, je vais finir avec ça et après je bascule sur les fantômes, parce qu'il y a énormément à dire. Donc en fait, quand une personne nous contacte, donc elle me parle donc de ses problématiques, donc elle nous les liste, on appelle ça l'anamnèse, problématiques physiques, psychologiques et surnaturelles, voilà, ou paranormaux, ou enfin voilà, des choses, bizarres ou extraordinaires qui lui arrivent. Donc nous, ce qu'on va étudier, donc quand on va se connecter avec son âme, on va faire un diagnostic. On va aller traiter, tout ce qui est parasitage extraterrestre ou extradimensionnel. Ça peut être, des créatures qui ne viennent pas d'une autre galaxie, mais d'une autre dimension. Donc on appelle ça les parasites extradimensionnels. Les religieux du Vatican ou du catholicisme appelleraient des démons, mais nous on les appelle pas comme ça. Hem, Ensuite, on va traiter aussi, tout ce qui est donc, technologique, donc les intelligences artificielles. Ça peut être donc, je parle des intelligences artificielles agressives, c'est-à-dire des intelligences qui espionnent, ton téléphone, qui espionnent ta vie privée et cetera. Donc il y a des consciences aussi dans les ondes qui nous sont envoyées. On va aussi traiter donc, le transgénérationnel ou l'ancestral, donc tous les blocages qu'il y a par rapport à l'hérédité, s'il y a un ancêtre qui a souffert dans ton arbre généalogique, il peut t'avoir transmis cette souffrance. On va aller traiter aussi toutes les magies, les sorcelleries, les envoûtements, toutes ces choses qui sont un peu problématiques, auxquelles, les Français portent très peu d'attention. Mais il faut savoir que dans les campagnes françaises, c'est très présent, la magie et la sorcellerie. En Afrique, on n'en parle pas. Chaque village a son marabout. En Amérique du Sud, c'est très, très commun. Enfin, eux, ils y croient dur comme fer. C'est la France qui a un problème avec ça parce que, il y a eu une chasse aux sorcières avec l'Inquisition et elle est restée campée sur ses positions d'ultra rationaliste, avec Descartes, enfin, avec les philosophes des Lumières qui ont balayé d'un revers de main tout ce qui est, du domaine de l'invisible. Donc on va traiter ça et on va traiter aussi les entités, décédées, donc les fantômes, qui peuvent être, sur les personnes et je sais pas moi, des fois on sent une douleur sur les épaules. Souvent ça peut être une entité qu'on a récupérée, dans un magasin, sur la route, parce qu'il y a eu un accident de la route et cetera et elle a sauté sur la voiture. Donc voilà tout ce qu'on va traiter, et ensuite on va aussi traiter la personne sur son lieu d'habitat. Parce qu'on s'est rendu compte, donc en fait, ça s'appelle la géobiologie. Ça vient de Gaïa et la biologie de la Terre, en fait. Donc on va aller faire un diagnostic, une étude, assez poussée, du terrain, de ce qui se passe en souterrain, des s'il y a des failles telluriques, s'il y a des phénomènes naturels de la Terre, qui peuvent impacter le lieu, la maison. Par exemple, parce qu'on dort mal ou parce qu'on a mal à la tête sans arrêt ou parce il y a certaines maisons qu'on appelle des maisons à cancer puisque, il y a plusieurs personnes qui y ont vécu et chaque fois elles sont mortes d'un cancer, donc il y a des questions à se poser sur l'énergie qu'il y a. Donc et après il peut y avoir, énormément de choses dans l'invisible aussi sur un lieu d'habitation. Et on s'est rendu compte que, il y a des gens qui suivent des thérapies pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, qui en fait n'ont jamais traité, ce qui se passe dans leur maison. Donc c'est comme si tu allais laver ta voiture au car wash et ensuite tu retournais à chaque fois dans ta maison qui est boueuse et poussiéreuse, donc voilà, tu te ressalis. Donc si tu n'as pas nettoyé ta maison, la voiture ou enfin toi, tu seras toujours sale même si tu es allé te nettoyer chez un thérapeute à l'extérieur, il y a 1 heure ou 2. Tu vois le concept? Mmh. Fantômes. Les fantômes, c'est donc on va appeler ça plutôt les amérantes. Les amérantes, ce sont des personnes comme toi et moi qui ont vécu sur terre et qui aujourd'hui sont décédées.
Pourquoi on a des amérantes qui sont dans notre secteur géographique? Alors il y en a partout, tout le temps, elles sont dans ce que j'appelle, enfin ce qu'on appelle l'entremonde, qui est un espace entre 2 dimensions. Parce que les personnes décédées, Ouais, je elles crois que sont ça censées pourrait être intéressant de faire un pas en arrière et que tu partages vas-y. ta perception de ce qui se passe quand on meurt. Et puis peut-être boucler la boucle avec, ce que c'est qu'un fantôme. Ce qui se passe quand on meurt, ouais. Donc en fait, tu te rappelles, on parlait tout à l'heure de l'âme, le grand puzzle qui envoie des petites pièces Mmh. de puzzle. Donc en fait, elle va envoyer ce petit bout de puzzle dans un bébé, dans un corps humain pour naître, OK? Et ensuite, donc ce petit bout d'énergie, c'est une fraction de ton âme. C'est une fraction de ton âme qui est connectée à la source, au divin, au grand tout. Et ensuite, quand tu décèdes, cette même fraction d'énergie, elle va sortir. Alors, ça dépend, normalement, c'est par la tête en général, par la fontanelle. Elle va sortir du corps et elle est censée retourner plus haut à l'âme. C'est la clé USB qui est censée aller se reconnecter au grand disque dur. Sauf que souvent, à la mort, au décès de la personne, suivant les croyances, suivant les limitations, suivant des fois l'absence de croyances aussi, si la personne elle était athée, il y a ce bout d'énergie, il ne sait pas où aller. Alors normalement, l'âme, elle est censée les récupérer, sauf que la Terre étant sous emprise de créatures, d'entités, autres, extraterrestres et autres, souvent les morceaux d'âme sont capturés. Alors il y a des fois, on parle de filets énergétiques ou autres, comme un pêcheur qui mettrait des poissons. Donc ces petits bouts sont capturés et recyclés, donc ou alors, mis en attente dans une sorte de dimension intermédiaire, et les âmes errantes, alors on les trouve pas, c'est pas parce que il y a un cimetière qu'il y a des âmes errantes, hein. Des fois le cimetière, il y a personne. Par contre le HLM, du coin, là, il y a plein de d'âmes errantes ou d'entités parce que voilà. Alors toutes les, tous les lieux où il y a eu des souffrances, tous les lieux où il y a et où il y a eu des souffrances sont potentiellement des nids à personnes décédées. Donc les hôpitaux, les asiles, les prisons, les camps militaires, et cetera, les anciens champs de bataille, on trouve énormément d'entités. Alors, les fantômes, c'est un terme très, très vaste et très complexe. Tu peux avoir en fait, il faut regarder quand tu as, une hantise dans une maison, quand tu as des choses qui te feraient penser à un fantôme, il faut aller regarder si le fantôme, il a une conscience. Alors là, il faut être un petit peu médium ou utiliser le pendule ou les baguettes. Si tu sens que si mettons que tu as un objet qui tombe, si tu arrives à te connecter à cette information, qu'il n'y a pas de conscience, ça veut dire que c'est une rémanence de quelque chose, d'une énergie, mais tu ne peux pas discuter avec. Par contre, à un moment où tu peux discuter avec un fantôme, une personne décédée, donc là, tu vas pouvoir entamer une discussion et essayer de comprendre pourquoi elle est morte, qu'est-ce qu'elle fait là, est-ce qu'elle a conscience d'être morte? Puisque souvent, les morts violentes, les gens qui n'ont pas spécialement eu de croyances, sur la vie après la mort ou de pratiques spirituelles, ils vont rester, coincés, attachés à une maison, attachés à un objet, attachés à des gens, puisque des fois ils s'attachent aux vivants. Et souvent on trouve aussi des fantômes dans les maisons parce que c'est les vivants qui s'accrochent à leur personne décédée puisqu'ils n'ont pas fait le deuil. Donc c'est comme si, je sais pas moi, mettons que tu aies perdu ton grand-père, c'est comme si tu prenais une canne à pêche et tu moulinais pour pas que ton grand-père il prenne son billet d'avion vers l'au-delà, tu vois? Donc c'est des fois, c'est les Drôle de vivants qui coïncidence, les le empêchent. seul grand-parent que j'ai perdu, c'était mon grand-père il y a 2 ans. Drôle de coïncidence. Non, mais quand je l'ai dit, je me suis dit: «J'espère que c'est pas ton grand-père». Mais bon, voilà, je suis médium, donc Mais c'était il y forcément, a si 2 ans. l'info elle est là, c'est que ouais, On va désolé faire pour ça. ça. Hem Hyper intéressant et ce que je comprends aussi du coup, c'est que c'est pas forcément on attache forcément une connotation négative aux fantômes ou c'est d'office des âmes, mauvaises qui restent pour nous hanter. Ce que je comprends de ce que tu partages, c'est que c'est pas forcément le cas, que c'est la plupart du temps des âmes, enfin ou des bouts d'âmes du coup qui sont un petit peu égarés et peut-être ce qui nous fait la peur et le côté négatif, il vient de notre projection parce qu'on comprend pas le phénomène, mais en fait, il y a rien de mauvais dans la lampe qui tombe, c'est juste que, enfin voilà, c'est des âmes qui Non, sont là et qui font un peu de dégâts, mais plus parce qu'elles sont perdues et qu'elles savent pas trop où mettre les pieds que juste parce qu'elles ont envie de te faire du mal, quoi.
Exactement. Moi, quand je regarde beaucoup d'émissions, paranormales, pas ouais, un petit peu de chasseurs de fantômes et puis aussi des caméras de surveillance ou qui filment des phénomènes très bizarres et en fait, je suis consterné parce que les gens, dès qu'ils voient un objet qui tombe, ils sont en panique, émotionnelle parce que forcément ils comprennent pas ce que c'est. Mais en fait, nous quand on a moi j'ai commencé en tant que passeur d'âme, enfin voilà, au début, j'ai appris à faire ce petit travail. Mais en fait, quand il y a, une entité qui cherche à faire tomber un objet, elle cherche tout simplement à communiquer avec toi parce qu'elle a pas le elle a plus la parole dans sa Mmh. dimension. Elle essaye de parler, mais tu ne l'entends pas puisque tu n'as pas les l'ouïe subtile entraînée et donc elle essaye, de te faire tomber un objet ou des choses comme ça, mais Mais ça ça fait lui penser demande au film, c'est quoi? Interstellar, ouais. Interstellar, oui, où à la fin du film, il est dans sa dimension. La seule manière qu'il a de communiquer, c'est d'interagir avec la gravité et il pousse le livre justement pour essayer de contacter sa fille, quoi. C'est ça et ça leur demande une énergie considérable, parce que, dans la dimension où ils ont plus les mêmes repères qu'on avait nous dans la 3D. Donc forcément, ils ont pas les clés de cette dimension de compréhension. Donc certains y arrivent plus et d'autres y arrivent beaucoup moins, et ils utilisent énormément l'énergie électromagnétique. Donc souvent quand on a des appareils qui tombent en panne, ou des la connexion qui est un peu lente ou des choses comme ça peut être la cause. J'ai dit ça peut, c'est du conditionnel, il faut aller regarder si ce sont des âmes errantes qui essaient de transmettre un message. Des fois, ça peut être via une télé, via un autoradio, tu peux avoir des messages des défunts. Les défunts, heu, une fois qu'ils ont cerné plus ou moins le la résonance qu'il y a entre les technologies électromagnétiques sur Terre et leur dimension, ils vont essayer, d'interférer au maximum pour pouvoir essayer de parler, de dire un son à travers un appareil ou des choses comme ça. Et je pense qu'une conversation comme on a aujourd'hui, qui est posée, qui essaye pas d'impressionner ou de convaincre, elle est peut-être plus convaincante, en tout cas pour mon type de profil, que, des shows qui envoient des lumières dans tous les sens, quoi. Ah, ah, Pour clore le sujet sur les fantômes, j'aimais bien l'analogie que tu partageais de la voiture sale quand tu rentres chez toi et ça fait penser à la saleté, la propreté. Est-ce qu'il y a peut-être une pratique que toi tu as de cleaning énergétique? Donc, de qu'est-ce que les individus peuvent faire pour, faire en sorte que leur aura ou quoi que ce soit saine et peut-être, réduire le risque que d'autres énergies, peut-être un peu plus négatives, viennent, s'attacher à eux? c'est très, très complexe en fait parce que, moi, à une époque, je croyais que, se mettre, des boucliers, donc on peut se créer des boucliers. Je vais juste, te partager deux trois techniques. On peut se créer des boucliers. Mais ça veut dire qu'on est encore dans une dualité, qu'on a peur de se faire agresser, donc forcément qu'il y a le bien, le mal et cetera et je me suis dit: Mmh. si on est que amour et qu'on rayonne, de la lumière, de l'énergie, tout le monde va paraître beau, va paraître gentil et cetera. Donc il y a les 2 écoles, on va dire. Disons que on va dire que c'est un bouton à régler, tu sais, un petit peu comme un DJ sur une platine ou enfin sur une table de mixage qui va régler, il va régler le fader juste à la bonne, fréquence ou distance pour équilibrer ça. Je pense que malheureusement, le monde dans lequel on vit, on est obligé de se protéger, même si, moi, par exemple, j'aime les animaux, je vais aller vers tous les chiens. Il peut très bien tomber sur un chien très, très agressif et moi, je veux me faire mordre parce que puisque j'aime les bêtes et j'ai pas peur. Et ben, c'est pareil un peu pour les parasites malheureusement. Les gens qui disent qu'ils arrivent à être lumineux, ils vont forcément se faire attaquer par des consciences ou des créatures qui, eux, sont, du côté sombre, parce qu'il y a un équilibre et malheureusement, on a des personnes qui disent: «Oui, mais pourquoi moi j'ai une pratique spirituelle, pourquoi je suis autant attaqué?» et cetera. Parce que justement tu rayonnes trop de lumière et forcément, de l'autre côté, ils aiment pas ça. Parce que les entités pas du bas astral, on parle pas de ça, les entités sombres, celles qui ont des intentions malsaines, elles n'aiment pas qu'on les mette en lumière. Donc forcément, elles vont chercher à te faire un croche-patte, quoi, du maximum qu'elles peut ça peut aller jusqu'à la mort, mais bon, on va pas aller jusque-là. Souvent, c'est plutôt des tracas du quotidien et ensuite,
Moi, ce que je conseillerais donc de faire, la connexion cosmotellurique que je parlais en début d'émission, donc la connexion de la terre et la connexion du ciel qu'on va centrer dans le cœur. Ça, c'est une sorte de mini méditation. Heu, Vous pouvez en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est je considère ça comme un amusement, l'énergie, comme un gamin qui découvre la vie à chaque instant. Donc pour moi, chaque situation est un jeu. Alors des fois, bon, je sais qu'il y a des situations qui sont plus complexes que d'habitude, mais j'essaie de me mettre au maximum dans l'énergie d'un enfant. Un enfant, quand il a 3-4 objets autour de lui, il peut se créer un monde entier, une dimension complète, un royaume avec des personnages et cetera, qui n'existent pas, mais pour lui, c'est très, très concret, très réel. Et en fait, lui, il va visualiser dans sa tête, tous les personnages qui existent, en fait. Et alors que nous, les adultes, on les voit pas. On lui dit: «Mais avec quoi tu joues? Avec qui tu joues?» «Bah, avec mes amis imaginaires ou avec, les personnages que j'ai créés». Donc en fait, dans l'invisible, la pensée est créatrice, le verbe est créateur, le souffle est créateur. Donc juste déjà avec ces 3 compréhensions, on peut, se créer des boucliers, des moi par exemple, on parle de l'aura, donc je me visualise quand on fait une session d'accompagnement pour les gens, on appelle, les âmes des personnes, les âmes concernées. On met ça dans une bulle de création, donc on peut visualiser une bulle de savon, mais on peut visualiser une bulle métallique, une bulle blindée, enfin voilà, quelque chose qui soit cohérente, hein. Donc en fait, l'imagination, la seule limite, c'est notre imagination. Donc si on est dans l'énergie d'un gosse, on peut tout imaginer. Quand on est dans cette bulle de création ou de co-création, puisqu'on aide les personnes, on va convoquer les entités négatives qui ont des comptes à rendre à la personne. Pourquoi pourquoi tu me donnes, mal à la tête? Donc, là, tu viens t devant la barre. Donc en fait, on va imaginer dans la bulle de création, un tribunal avec une estrade, avec, un amphithéâtre dans lequel, les spectateurs, vont se mettre, le jury, le juge et cetera. Le juge, ça va être l'âme de la personne concernée. Les accusés, ce seront les entités et du coup, on va créer une scène. Donc en fait, heu, au plus on a de l'imagination et au plus on peut créer nos propres protections ou rayonner notre propre lumière si on a envie de tout accueillir. Il y en a qui savent tout accueillir, mais il faut avoir les épaules. C'est vrai que la notion de la puissance de la conscience est un sujet que je vais probablement un peu plus explorer dans les futurs épisodes parce que j'ai l'impression que c'est clairement sous-estimé et c'est peut-être quelque chose qu'on est en train de redécouvrir, moi personnellement, mais je crois aussi au niveau du collectif. Hem et les outils peut-être externes, on parle parfois de sauge qu'on peut faire brûler. Est-ce que tu penses qu'il y a un réel effet physique? Ou est-ce que justement c'est peut-être un outil qui peut nous aider à se concentrer et qui indirectement va en fait activer cette conscience et ce focus et qui va in fine vraiment protéger, mais peut-être pas pour la raison, à laquelle on pense? Exactement, c'est la deuxième version que tu as dit qui est la bonne. En fait, le problème de la sauge, donc en fait, tous ces encens, enfin tous les trucs, new age un petit peu qu'on voit, les gens qui disent d'acheter des cailloux, d'acheter des bâtonnets d'encens et cetera. C'est très bien, il y a une réalité énergétique derrière, mais en fait, il faut aller contrôler à chaque fois et c'est ça que, quand on est, médium ou quand on a un peu des perceptions un peu plus poussées, il faut aller contrôler que ces encens eux-mêmes ou ces pierres ne sont pas elles-mêmes polluées. Tu peux très bien acheter des encens dans le magasin le plus magnifique, ésotériquement et cetera. Mais cet encens peut très bien, sur la chaîne de avant, peut très bien avoir été, pollué par des énergies négatives, par une sorcellerie, par un extraterrestre ou qui a décidé de tremper ton encens dans des produits chimiques ou enfin voilà, énergétiquement je parle et du coup toi tu peux te retrouver à faire brûler de la sauge dans ton truc et d'attirer. Tu pensais que ça allait, nettoyer et en fait ça attire des choses ou ça ouvre un portail vers des dimensions qui sont basses en vibration. Donc attention à tout ça. On a en plus découvert que quand on s'est connecté à l'esprit de la sauge, donc en médiumnité, qui nous a dit en fait que, quand il y a fumigation, en fait, elle ouvre des portails pour appeler les personnes décédées. Donc en fait, heu, si on pense avoir une hantise démoniaque ou extraterrestre dans la maison, la sauge, ça peut les tenir à l'écart, ces entités-là, mais par contre ça va ouvrir, des portails pour tous les fantômes du coin. Donc, est-ce que c'est est-ce
l'un dans l'autre, en sachant que les personnes décédées, même si elles ne nous veulent pas de mal, elles ont une vibration qui est très basse, donc elles peuvent nous plomber l'énergie physiquement de notre aura ou de la maison. Donc attention à toutes ces pratiques. Moi, je dirais que dès que vous achetez un objet ésotérique, que vous achetez un pendule, des baguettes, des pierres, de la sauge, de l'encens, faites-le contrôler par quelqu'un qui a des perceptions pour savoir s'il n'est pas pollué, énergétiquement ou interféré. Écoute, on a parlé de plein de sujets différents. Comment est-ce que toi tu adresses le scepticisme dans ton quotidien? Comment j'adresse le scepticisme? Ah, bah, je leur fais expérimenter tout simplement. Quelqu'un qui, ça nous est déjà arrivé, hein, d'aller chez des personnes. En général, c'est les femmes qui nous appellent, très souvent la jante féminine, même si, on a quand même des hommes. Mais souvent, on a à 90 ce cas de figure, la femme donc, est à fond là-dedans et le mari n'y croit pas du tout. Donc en fait, nous on arrive, on respectueux et cetera, on fait connaissance et on a le pendule ou les baguettes et au bout d'un moment, on montre en fait, on essaye de déjà de mettre à l'aise, la personne qui est rationnelle ou qui ne veut pas y croire. On la met à l'aise en lui parlant un petit peu de tout ça, mais tranquillement, pas comme aujourd'hui avec toi et après on lui dit: «Tiens, regarde, là on a nos baguettes, bon tu vas nous dire que c'est nous qui les faisons bouger, tiens, tu les prends avec toi et tu vas les paramétrer, tu vas poser les questions et tu vas voir si on dit, si ce qu'on dit c'est correct ou pas et la personne, en général, ultra rationnelle ou quoi, en fait, c'est souvent des gens qui se mettent ça pour avoir une façade, mais au fond d'eux, ils y croient ou ils ont déjà c'est déjà des antennes qui s'ignorent, on va dire. Les baguettes, elles fonctionnent. Donc en fait, ça permet de mettre une petite graine d'ouverture d'esprit. Après, ça va pas changer la vie de la personne en disant: «Ouh là là, je suis un grand éveillé, spirituel». Mais en tout cas, ça aura permis, une ouverture de conscience et du coup, on a déjà eu affaire à des sceptiques et moi, je suis très ouvert à la discussion, voilà, quand c'est une discussion, constructive et en fait, souvent quand on creuse un petit peu le scepticisme, c'est une couche, une façade. Voilà, il y a une souffrance derrière qui se met une sorte de bouclier, de barrage pour pas, voilà, pour pas tomber voilà, dans ce que certains pourraient ce que certains pourraient qualifier d'illuminé ou autre. Je pense q enfin, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à l'existence potentielle, justement, de ces mondes subtils. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu perçois? Et si c'est le cas, quoi est-ce que tu crois que c'est dû? Il y a 10 milliards de facteurs, sur cette question, mais apparemment, d'après certaines recherches de l'époque, donc c'est 2012, ça a été un tournant, énergétique. Alors apparemment 2026, ça va être aussi quelque chose de très, très, très ouvert. 2012 avec, cette information de fin du monde qui a été très médiatisée, alors que c'était en fait la fin d'un cycle chez les Mayas, bon, peu importe. Ça a ouvert des consciences, ça a fait évoluer des personnes et les énergéticiens, avant 2012, ils avaient énormément de mal, enfin, ils ramaient pour se connecter à l'énergie et à partir de 2012, il y a eu une grande, grande ouverture et de plus en plus tous les ans et de plus en plus aujourd'hui, on voit des chaînes, qui traitent de l'invisible, qui traitent du paranormal, qui s'ouvrent, des bouquins qui sont écrits donc de plus en plus. Je pense chez tous les gens, on trouve des bouquins sur l'ésotérisme, sur le paranormal. Il y a un certain intérêt de curiosité, notamment chez les jeunes, un petit peu ça peut être un peu dangereux des fois s'ils s'intéressent à des choses un peu sombres. Mais cette ouverture-là, oui, en fait, en 2012, quand il y a eu ce changement de cycle, apparemment, il y aurait eu des consciences, qui viennent d'ailleurs, qui ont vu que l'être humain était prêt à évoluer et qui sont venus, nous filer un petit coup de pouce pour nous faire rouler un peu plus vite, quoi, pour nous rendre l'autoroute plus fluide et enlever les bouchons qu'on avait, les embouteillages qu'on avait depuis, des milliers d'années. Super, mais on verra où est-ce que ça nous mène et si ça s'avère exact et qu'il y a effectivement cette, ouverture qui continue ou, qui se stabilise. On verra ça en 2026 justement. Tu le vois avec avec les divulgations qui sont de plus en plus, importantes, divulgations entièrement rationnelles, hein. Là, on parle pas de choses invisibles, hein. On parle, juste de vaisseaux extraterrestres ou autres, mais c'est très, très documenté, très rationnel et quand ça passe Ça devant le ou même Congrès encore ou autre. encore plus concret, je sais pas si tu suis, ou pas, mais il y a les Epstein Files qui sont censés sortir, d'ici un mois. Ouais. C'est moins paranormal, mais par contre, ça traite aussi du caché et du secret. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il
il y a une toute petite fissure dans la perception de la réalité que les gens se font. Mais en fait, ça ouvre la porte à: «OK, mais je pensais que la réalité était comme ça. Il s'avère qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, que j'aurais pu éventuellement rater?» Et une fois que cette brèche est ouverte, ben, en fait, ça ouvre la porte à plein d'autres questionnements. Exactement, on est dans une ère d'apocalypse, donc en grec, ça veut dire, révélation, donc c'est, toutes les choses cachées sont de plus en plus révélées, donc on peut plus aujourd'hui, ignorer. Enfin, on peut ignorer, on peut faire l'autruche, mettre la tête sous le sable, mais malheureusement, les informations, elles sont là, elles viennent et il y a de plus en plus de monde qui a accès à ça. L'internet a fait énormément de a contribué énormément à révéler tout ça, donc merci à à tous nos précurseurs, merci à tous ceux qui ont creusé, à tous ceux qui ont investigué, parce qu'aujourd'hui ça nous permet d'aller très, très loin et de voir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup plus de choses sur notre place dans l'univers, notre place sur terre et cetera. Lionel, merci infiniment pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. J'ai 3 petites questions que je pose à tous mes invités, sur la fin des interviews. La première, c'est: qu'est-ce que vivre une vie épanouie signifie pour toi? C'est très, très compliqué. Alors je vais te répondre de mon point de vue, hein, juste, vivre une vie épanouie pour moi, c'est, moi je cherche à tout comprendre, à dès qu'il y a un mystère, il faut que j'aille le creuser, donc pour moi ce serait ça la vie idéale. Être confortable, confortable financièrement pour pouvoir aller, explorer, physiquement ou énergétiquement tous les phénomènes mystérieux pour comprendre, le monde dans lequel on vit, l'univers et cetera. Si tu avais un conseil à donner au Lionel de 20 ans, lequel serait-il? Ouvre-toi, la vie n'est pas ce que tu crois, c'est pas si noir que tu crois. Et enfin, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi, sur ton travail et entrer en contact s'ils veulent travailler éventuellement avec toi? On a donc, je vais te donner mon email, mon numéro de téléphone et on a créé une petite association, il y a 1 an à peu près et on a commencé à publier, quelques vidéos, un petit peu des shorts, des vidéos court format, là, sur ces thèmes, sur les thèmes qu'on a abordés, sur Facebook et Instagram. Et j'ai déjà tourné des vidéos un peu plus longues, des formats plus longs. J'ai prévu de créer, la chaîne YouTube, donc faut que je fasse le montage des vidéos et on va les publier, dans pas longtemps, donc Lionel, merci beaucoup, pour avoir participé à cet épisode. avec plaisir, avec plaisir. Merci à toi.